Mon père m'a mise à pied jusqu'à ce que je présente mes excuses à ma sœur, j'ai juste répondu « d'accord », et le lendemain matin, elle affichait un sourire narquois jusqu'à ce qu'elle voie mon bureau vide et ma lettre de démission, moment où l'avocat de l'entreprise a débarqué, livide, en suppliant de confirmer que je n'avais pas envoyé ce courriel, ce qui a effacé le sourire de mon père sur le champ. La salle de conférence est devenue silencieuse après que mon père a rendu son verdict. Autour de la table en acajou siégeaient les membres du conseil d'administration de l'entreprise. Ma sœur Nathalie avait l'air suffisant à côté de mon père et je me tenais au bout de la salle où je venais de présenter mon rapport trimestriel. Mise à pied, ai-je répété pour m'assurer d'avoir bien entendu, jusqu'à ce que tu t'excuses auprès de ta sœur pour avoir sapé son autorité, a dit papa avec ce ton qu'il utilisait quand il considérait qu'une décision était irrévocable, ajoutant que 2 semaines sans solde devraient me donner le temps de réfléchir à un comportement professionnel approprié. Nathalie a ajusté le blazer de créateur qu'elle s'était offert avec ses notes de frais et a essayé d'avoir l'air blessée, une tentative qui aurait pu fonctionner si je n'avais pas passé 30 ans à apprendre à lire ses expressions, car derrière la blessure fabriquée, le triomphe brillait dans ses yeux. L'incident qui avait déclenché ce cirque s'était produit 3 jours plus tôt, lorsque Nathalie, en tant que directrice de la relation client, avait promis à un grand compte que nous pourrions livrer une solution logicielle sur mesure en 4 semaines alors que le délai réel était de 12 semaines minimum, chose qu'elle aurait su si elle avait pris la peine de consulter qui que ce soit au département développement que je dirigeais depuis 6 ans. J'avais envoyé un courriel au client expliquant le calendrier réaliste, mettant mon père en copie en tant que PDG et Nathalie par courtoisie, un message professionnel, direct et nécessaire pour éviter un procès lorsque nous ne respecterions inévitablement pas sa promesse impossible, ce qui avait poussé Nathalie à faire irruption dans mon bureau en criant au sabotage, et maintenant nous étions là, avec papa prenant son parti comme toujours. D'accord, ai-je dit, et la simplicité de ma réponse a semblé prendre tout le monde au dépourvu, car papa s'était clairement préparé à une dispute, ayant probablement passé sa matinée à répéter mentalement ses arguments sur la loyauté familiale et la hiérarchie. C'est tout, Nathalie n'a pas pu cacher la surprise dans sa voix, tu ne vas pas te battre, ce à quoi j'ai répondu que s'il voulait me mettre à pied, j'étais mise à pied, et s'il voulait des excuses, ils en auraient. J'ai rassemblé mes documents de présentation d'une main ferme en demandant s'il y avait autre chose ou si je pouvais aller ranger mon bureau pour les 2 prochaines semaines, ce qui a fait froncer les sourcils de papa, apparemment déstabilisé par ma docilité, qui m'a dit qu'il m'attendait le 15, prête à aller de l'avant professionnellement. J'ai hoché la tête et je suis sortie, ignorant le sourire satisfait de Nathalie et les mouvements inconfortables des membres du conseil qui avaient regardé ce drame familial se dérouler pendant ce qui aurait dû être une réunion d'affaires de routine. Mon bureau était mon sanctuaire depuis 6 ans, avec ses baies vitrées donnant sur le quartier de la Défense, les murs arborant mon diplôme de l'école polytechnique aux côtés des prix que le département développement avait remportés sous ma direction, des photos de mon équipe célébrant les lancements de produits alignés sur une étagère et une autre contenant les prototypes de chaque projet que j'avais guidé de la conception à la réalisation. J'avais construit quelque chose ici, le département développement avait triplé de taille pendant mon mandat et les revenus de notre division avaient augmenté de 340%, j'avais recruté les meilleurs talents, mis en œuvre des processus que d'autres entreprises copiaient maintenant et créé une culture d'entreprise où les gens voulaient vraiment venir travailler. Mon père avait fondé Dubois Solutions Tech il y a 40 ans, transformant une opération de 2 personnes en une entreprise de 300 employés avec des clients dans toute l'Europe, il avait travaillé 18 heures par jour, sacrifié ses relations, tout donné pour réussir, puis il avait confié de plus en plus de contrôle à Nathalie, qui apportait des idées médiocres et d'excellentes compétences en manipulation. La dynamique familiale avait toujours été compliquée, Nathalie était l'aînée, née 2 ans avant moi, et elle avait passé toute notre enfance à rivaliser pour l'attention de papa, chaque réussite que je gagnais était rejetée ou minimisée, mes félicitations du conseil de classe devenaient attendues plutôt que louées, et mon admission à Polytechnique avait été éclipsée par l'annonce des fiançailles de Nathalie la même semaine. Maman essayait d'équilibrer les choses, s'assurant que je sache que mes accomplissements comptaient, mais elle est morte d'un AVC soudain il y a 7 ans, 3 mois après mon arrivée dans l'entreprise, et sans sa présence médiatrice, le favoritisme de papa envers Nathalie s'est intensifié. J'ai commencé à emballer mes affaires personnelles dans des cartons, vidant méthodiquement les tiroirs et les étagères, mon diplôme a quitté le mur en premier, enveloppé soigneusement dans du papier bulle, suivi des prix, chacun représentant des nuits tardives, des sessions de résolution de problèmes et des percées qui semblaient impossibles jusqu'à ce qu'elles ne le soient plus.
Mon téléphone a vibré avec un SMS de Julien, mon second au développement, demandant ce qui venait de se passer car Nathalie disait à tout le monde que j'étais suspendue. J'ai répondu que je prenais du temps pour moi, qu'il était aux commandes et qu'il devait faire confiance à son instinct. D'autres SMS sont arrivés des membres de l'équipe, mais j'ai mis mon téléphone en silencieux et continué à emballer. Chaque objet que j'enveloppais donnait l'impression de me délester d'un poids que je portais sans réaliser à quel point il était devenu lourd, le stress de défendre constamment mes décisions, l'épuisement de prouver ma compétence à des gens déterminés à en douter, la déception de voir mon père choisir l'ego de Nathalie plutôt que le bien-être de l'entreprise, tout cela s'était accumulé en un fardeau que j'avais normalisé. Sarah, de mon équipe, avait envoyé 3 messages demandant si j'allais bien. Marc, l'un de mes meilleurs développeurs, voulait savoir si c'était vraiment réel, et même des gens d'autres départements me contactaient, confus par l'annonce triomphale de Nathalie selon laquelle j'avais été gérée de manière appropriée. Le téléphone arabe de l'entreprise avait toujours été efficace, mais le voir fonctionner en temps réel m'a montré quelque chose que je n'avais pas pleinement apprécié auparavant. Les gens savaient, ils avaient vu l'incompétence de Nathalie, étaient témoins de sa façon de s'attribuer le mérite du travail qu'elle n'avait pas fait, observé le schéma de ses promesses que mon équipe devait s'efforcer de tenir, ils avaient remarqué le favoritisme de papa même s'il n'avait jamais rien dit directement. Mon téléphone a sonné avec un appel de tante Patricia, la sœur de maman. Elle était le seul membre de la famille à part maman qui avait vraiment vu la dynamique clairement, et après la mort de maman, Patricia avait essayé de maintenir une relation avec Nathalie et moi, mais l'équilibre était devenu de plus en plus difficile. J'ai répondu et elle a dit sans préambule que mon père venait de l'appeler pour lui demander de me raisonner, qu'il semblait penser que je faisais une sorte de dépression nerveuse, et qu'elle lui avait dit que me suspendre pour avoir fait mon travail était probablement la décision la plus stupide qu'il ait prise en 40 ans d'affaires. Malgré tout, j'ai souri en demandant comment il avait pris ça, et elle a répondu qu'il avait raccroché, avant de me demander doucement si j'allais bien, et j'ai répondu honnêtement que je pensais aller mieux que je ne l'avais été depuis des années, demandant si c'était bizarre. Pas du tout, a-t-elle dit, je t'ai regardé essayer de gagner son approbation toute ton enfance, je l'ai vu rejeter chaque réussite et excuser chaque échec de Nathalie, ta mère et moi en parlions constamment, de combien elle s'inquiétait pour vous deux, toi pour ne jamais être assez, Nathalie pour n'avoir jamais besoin de l'être. La validation m'a frappé plus fort que je ne l'avais prévu, car maman ne m'avait jamais rien dit à ce sujet. Patricia m'a expliqué qu'elle ne voulait pas que je sente que je devais choisir entre reconnaître le problème et protéger ma relation avec mon père, qu'elle espérait toujours qu'il comprendrait par lui-même, puis la voix de Patricia s'est adoucie en disant qu'elle serait fière de moi pour avoir tourné la page, qu'elle disait toujours que j'étais plus forte que je ne le pensais. Nous avons parlé encore 20 minutes, Patricia remplissant les détails des conversations avec maman que je n'avais jamais connues. Apparemment ma mère documentait le favoritisme depuis des années, tenant un journal des incidents où papa nous traitait différemment, elle prévoyait de le confronter à ce sujet, mais l'AVC était arrivé en premier. J'ai demandé si elle avait toujours les journaux de maman, elle a répondu que oui, que maman lui avait demandé de les garder en sécurité au cas où j'aurais un jour besoin de savoir que je n'imaginais pas les choses, et j'ai dit que je les voulais. Après avoir raccroché, je me suis assise dans mon bureau vide, pensant à toutes les années où maman avait été le témoin silencieux du déséquilibre, vu ma douleur, compris les dégâts causés, elle avait essayé de compenser en étant ma championne, célébrant mes victoires quand papa ne le faisait pas, écoutant mes frustrations quand je ne pouvais les exprimer nulle part ailleurs, et la perdre avait supprimé le seul tampon entre moi et la pleine force du favoritisme de papa. Les 7 dernières années sans elle avaient été progressivement plus dures, chaque incident plus douloureux parce qu'il n'y avait plus personne pour valider ma réalité. La photo encadrée de mon équipe à la fête de fin d'année dernière est allée dans un carton, la tasse ridicule, meilleure patronne du monde, qu'il m'avait offerte comme cadeau gag a été enveloppée dans du papier de soie, et sous une pile de manuels techniques, j'ai trouvé une carte que l'équipe m'avait donnée après avoir tenu un délai impossible il y a 2 ans. À l'intérieur ils avaient tous écrit des notes personnelles me remerciant de les protéger des attentes irréalistes et de me battre pour les ressources dont ils avaient besoin. Tu ne nous jettes jamais sous le bus, avait écrit Marc, même quand ce serait plus facile, avait ajouté Julien, la meilleure chef que j'ai jamais eue, tu écoutes vraiment. En lisant ces messages maintenant, avec le bureau dépouillé et ma carrière ici terminée, j'ai réalisé que j'avais construit quelque chose de plus précieux que ce que papa comprenait probablement, une loyauté gagnée par le respect plutôt qu'exigée par la hiérarchie,
Une équipe qui me faisait confiance parce que je priorisais constamment leur bien-être sur mon propre confort, des relations professionnelles basées sur la compétence et le soutien mutuel plutôt que sur le favoritisme et la politique. Nathalie avait le titre, le bureau d'angle qu'elle convoitait et le soutien inébranlable de papa, mais ce qu'elle n'avait jamais réussi à construire, c'était la crédibilité auprès des gens qui faisaient réellement le travail. En fin d'après-midi, mon bureau avait l'air nu, 6 ans de ma vie professionnelle tenaient dans 4 cartons et un chariot à roulettes, je m'attendais à ressentir de la tristesse ou de la colère, mais au lieu de cela, un calme étrange s'était installé en moi, car le truc quand on est sous-évalué toute sa vie, c'est qu'on finit par arrêter d'essayer de prouver sa valeur aux gens déterminés à ne pas l'avoir. J'avais passé 3 décennies à espérer que papa reconnaîtrait mes contributions, admettrait que j'avais hérité de son éthique de travail et de son sens des affaires, peut-être même indiquerait qu'il était fier de moi, mais clairement, rien de tout cela n'arriverait. J'ai sorti mon ordinateur portable et ouvert un nouveau document pour rédiger ma lettre de démission, ce qui a pris 20 minutes bien que j'en ai composé des versions dans ma tête depuis des mois. Je suis restée professionnelle et brève, remerciant l'entreprise pour l'opportunité et donnant un préavis de 2 semaines pour mon contrat, effectif immédiatement. Ensuite, j'ai ouvert ma messagerie et commencé un nouveau message. La liste des destinataires comprenait chaque membre du conseil d'administration, tous les chefs de département et plusieurs clients clés. L'objet indiquait « Documentation du département développement et statut des projets ». J'avais toujours été méticuleuse sur la documentation, chaque projet avait des fichiers détaillés décrivant les délais, les allocations de ressources, les considérations budgétaires et les spécifications techniques, chaque réunion d'équipe avait des notes, chaque décision avait une trace écrite expliquant le raisonnement derrière elle. J'avais aussi documenté chaque fois que Nathalie avait fait des promesses sans consulter le développement, chaque délai impossible qu'elle avait proposé, chaque budget qu'elle avait flambé en dépenses inutiles tout en exigeant que mon équipe fasse avec moins, une documentation professionnelle, rien de personnel, juste des faits, des dates et des chaînes de courriel. Le courriel a pris 2 heures à compiler, j'ai joint des feuilles de calcul montrant les revenus générés par le développement par rapport aux autres départements, des calendriers de projets comparant les dates d'achèvement estimées que j'avais fournies par rapport aux dates que Nathalie avait promises aux clients, des analyses budgétaires démontrant comment les ressources étaient allouées entre les divisions. J'ai inclus la chaîne de courriel de l'incident qui avait déclenché ma suspension ainsi que 6 autres situations similaires de l'année écoulée où Nathalie avait pris des engagements sans consulter les équipes qui devraient les tenir. Une pièce jointe particulièrement accablante montrait un projet d'il y a 8 mois où Nathalie avait promis à un client un produit en 6 semaines alors que le développement avait estimé 16 semaines. Papa avait pris le parti de Nathalie en insistant pour que nous respections son délai. Nous avons livré en 14 semaines mais seulement parce que mon équipe avait travaillé 60 heures par semaine et que j'avais personnellement couvert les coûts des heures supplémentaires qui dépassaient le budget, prenant une baisse de salaire pour faire fonctionner les chiffres. Le client avait été satisfait, Nathalie s'était attribué le mérite de la livraison réussie, et personne à part mon équipe ne savait ce qu'il en avait réellement coûté pour y arriver. Mon doigt a plané au-dessus du bouton envoyer, sachant que cela brûlerait les ponts, détruirait ma relation avec mon père, éliminerait toute possibilité de réconciliation avec Nathalie, et que tout ce que j'avais construit ici serait réduit à une mise en garde sur les entreprises familiales et la mauvaise gestion. J'ai appuyé sur envoyer. Le deuxième courriel est allé à un cabinet de recrutement avec lequel j'étais en contact 3 mois plus tôt, à l'époque où j'avais commencé à envisager sérieusement de partir. Il m'avait contacté pour un poste de direction de la division technologique chez un concurrent et j'avais poliment décliné par loyauté familiale, drôle comme la loyauté s'évapore vite quand elle ne va que dans un sens. Bonjour Julie, je suis prête à discuter de cette opportunité dont nous avons parlé en août, si le poste est toujours disponible, je peux commencer immédiatement. Le troisième courriel est allé à un avocat que j'avais consulté l'année dernière pour des détails contractuels, disant Antoine, je dois revoir la clause de non-concurrence de mon contrat de travail, pouvons-nous nous rencontrer demain matin ? Je savais déjà ce que disait la clause car je l'avais rédigée moi-même lors de la restructuration juridique de l'entreprise il y a 4 ans, elle m'empêchait de travailler pour des concurrents directs pendant 18 mois, mais la définition de concurrent direct était assez étroite pour laisser beaucoup d'options. Le contrat comprenait également des dispositions sur lesquelles j'avais insisté et que la plupart des employés n'avaient pas, y compris l'acquisition complète de mes stock options quelle que soit la durée de l'emploi et une indemnité de départ qui se déclenchait dans des circonstances spécifiques, et se faire suspendre sans motif valable en faisait partie.
À 18h, mon bureau était vide et ma voiture chargée, j'ai jeté un dernier coup d'œil à l'espace qui avait été le mien, puis je suis sorti sans me retourner. La maison que j'avais achetée il y a 3 ans se trouvait dans un quartier calme à 20 minutes du bureau, petite pour les standards d'un cadre mais elle était à moi, achetée avec l'argent que j'avais gagné plutôt qu'hérité, le prêt était gérable, le jardin paisible et les voisins amicaux sans être intrusifs. J'ai porté les cartons à l'intérieur, me suis versé un verre de vin généreux et me suis installé sur le canapé avec mon ordinateur portable alors que les réponses à mon courriel de documentation commençaient à arriver. La première venait de Maître Leblanc, l'avocat principal de l'entreprise, disant appelez-moi immédiatement, suivi de Grégoire, du conseil d'administration, disant nous devons discuter de ces informations, pouvez-vous venir demain ? 3 clients ont transféré mon courriel à leur gestionnaire de compte avec des questions sur les délais des projets, 2 d'entre eux mentionnant spécifiquement des inquiétudes concernant les engagements pris par Nathalie. Julien du développement a écrit « Putain, c'est réel ?» Tout le monde panique. Je n'ai répondu à aucun d'eux, à la place j'ai ouvert une meilleure bouteille de vin et commandé un traiteur thaï, me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis des années. Mon téléphone a sonné 47 fois ce soir-là, papa a appelé 12 fois, Nathalie 8, Maître Leblanc toutes les 30 minutes comme une horloge, je les ai tous laissés aller sur la messagerie vocale. Les messages sont devenus de plus en plus frénétiques, le premier message vocal de papa était en colère, exigeant que je le rappelle immédiatement et m'accusant de manque de professionnalisme, le second était confus, demandant ce que je pensais accomplir, le troisième était presque suppliant, disant que nous devions en parler rationnellement. Les messages de Nathalie sont allés directement aux menaces, elle m'a accusé d'essayer de détruire l'entreprise, d'être jalouse, de trahir la famille, son dernier message vocal se dissolvant en larmes, prétendant que je gâchais tout ce que papa avait construit. L'ironie était presque drôle, j'avais passé 6 ans à contribuer à ce que papa avait construit tandis que Nathalie avait passé la même période à profiter de sa réputation et à créer des désordres que d'autres devaient nettoyer. Les messages de Maître Leblanc étaient plus mesurés mais de plus en plus urgents, les implications juridiques de la documentation que j'avais partagée étaient apparemment devenues claires et il avait besoin de discuter de mes intentions. J'ai mieux dormi cette nuit-là que je ne l'avais fait depuis des mois, le matin est arrivé avec un silence continu de ma part et un chaos continu de la part de tous les autres, les appels avaient évolué en SMS, en courriel et même une visite de l'assistant de mon père me demandant de bien vouloir contacter le bureau. J'ai envoyé une seule réponse, un SMS groupé à papa, Nathalie et Maître Leblanc disant que je serais là à 9h pour récupérer mes derniers effets personnels et soumettre les documents officiels, aucune discussion nécessaire. Julie du cabinet de recrutement a appelé à 7h30 pour dire que le poste était toujours ouvert et qu'après avoir vu mon portfolio, il voulait accélérer le processus d'entretien, demandant si je pouvais rencontrer le PDG cet après-midi, ce à quoi j'ai répondu absolument. Le deuxième appel est venu d'Antoine, mon avocat, disant que ma clause de non-concurrence était plus étroite qu'il ne s'en souvenait, que j'avais des options et que je devais passer à 11h pour discuter stratégie, ce qui était parfait. Je me suis habillée avec soin pour le bureau, choisissant un tailleur bleu marine qui projetait de la confiance sans agressivité, professionnel, composé, prêt à clore ce chapitre proprement. Le parking était plus plein que d'habitude pour 8h30 le matin, apparemment le mot s'était répandu et les gens voulaient être témoins de ce qui allait se passer. J'ai traversé le hall la tête haute, portant un porte-documents en cuir qui contenait ma lettre de démission et plusieurs autres documents qu'Antoine avait préparés la nuit précédente après que je lui ai envoyé la situation par courriel. L'étage de la direction était le chaos, des assistants regroupés dans les coins chuchotaient, des chefs de département se tenaient dans les embrasures de porte l'air inquiet, l'énergie donnait l'impression que tout le monde attendait une explosion. La porte de mon ancien bureau était ouverte et à travers elle je pouvais voir Nathalie assise à mon bureau, fouillant dans les tiroirs que j'avais déjà vidés, elle a levé les yeux quand je suis apparu, son expression passant de la frustration à la colère. « Tu n'avais aucun droit d'envoyer ce courriel », a-t-elle dit en se levant assez vite pour que mon ancienne chaise roule en arrière, tu m'as fait passer pour incompétente devant tout le monde. La documentation parle d'elle-même, ai-je répondu calmement sans entrer dans le bureau. J'ai simplement fourni des informations sur les délais des projets et l'allocation des ressources, si cela te fait paraître incompétente, peut-être que le problème ne vient pas de mon courriel. Son visage est devenu rouge cramoisi, elle a dit que papa allait me virer pour ça, que j'avais détruit toute chance de revenir, ce à quoi j'ai répondu que je ne revenais pas en levant le porte-document, disant que j'étais là pour rendre la chose officielle.
Des pas ont résonné dans le couloir, papa est apparu, maître Leblanc juste derrière lui, mon père avait l'air d'avoir vieilli de 5 ans pendant la nuit, le visage tiré et son costume froissé d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant. Dans mon bureau tout de suite, a-t-il dit en se tournant sans attendre de réponse, mais maître Leblanc a dit doucement qu'en fait la salle de conférence serait plus appropriée car cela avait dépassé les affaires familiales. La même salle de conférence où j'avais été suspendu hier dégageait maintenant une énergie entièrement différente, les membres du conseil n'étaient pas présents mais Leblanc avait amené un parajuriste qui installait un ordinateur portable pour enregistrer les débats. Avant de commencer, a dit Leblanc avec précaution, je dois préciser que cette réunion est documentée pour la politique de l'entreprise concernant les questions d'emploi. Papa avait l'air de vouloir discuter mais l'expression de l'avocat l'a arrêté, car mon père pouvait diriger l'entreprise, mais les dirigeants intelligents écoutent leurs avocats lors de situations juridiques potentielles. Je démissionne avec effet immédiat, ai-je dit en faisant glisser la lettre sur la table vers mon père. Selon la section 7 de mon contrat de travail, la suspension sans motif documenté déclenche la clause d'indemnité de départ. J'exerce également mes options d'achat d'actions selon la section 12 qui permet l'acquisition immédiate lors d'un départ volontaire suite à une mesure disciplinaire jugée inappropriée par un conseil extérieur. Leblanc a grimacé, il avait clairement déjà lu mon contrat et savait exactement quelles dispositions je citais. Tu as écrit ces dispositions toi-même pendant la restructuration, a dit papa lentement, la réalisation se faisant jour sur son visage, j'ai confirmé qu'à l'époque il m'avait traité de paranoïaque pour les avoir incluses, mais qu'il s'avérait que j'étais juste préparé. Nathalie nous avait suivis dans la salle de conférence et se tenait maintenant dans l'embrasure de la porte en criant que c'était du chantage, que j'essayais d'extorquer l'entreprise. Exercer des droits contractuels n'est pas de l'extorsion, a dit Leblanc calmement, ce sont des dispositions qu'elle a négociées de bonne foi il y a 4 ans et l'entreprise les a acceptées. Combien ? La voix de papa était devenue plate, le ton qu'il utilisait pour calculer les pertes commerciales, et j'ai répondu que le paquet de départ était de 6 mois de salaire et que les stock options étaient actuellement évalués à environ 430 000 € sur la base de l'évaluation d'hier. J'ai gardé ma voix au niveau professionnel en ajoutant que j'aurais aussi besoin de mon dossier personnel complet, de la documentation de tous les projets que j'avais dirigés et de références des 3 membres du conseil qui siégeaient au comité de surveillance du développement. Et si nous refusons, les mains de Nathalie étaient serrées en poing, alors je vous renvoie à la section 19 qui décrit le processus de résolution des litiges impliquant un arbitrage qui serait coûteux, long et public. J'ai regardé mon père droit dans les yeux en disant que je préférais gérer cela proprement, que j'avais déjà obtenu un autre poste et que je n'étais pas intéressé à faire traîner les choses ou à causer des dommages supplémentaires à l'entreprise. Dommages supplémentaires, la voix de papa s'est élevée, tu as envoyé des informations confidentielles aux clients et aux membres du conseil, tu as sapé la crédibilité de ta sœur, tu as violé une 12aine de politiques concernant la divulgation d'informations. En fait, a interrompu Leblanc avec précaution, les informations qu'elle a partagées étaient de la documentation de projets et des communications internes, rien de confidentiel, rien de propriétaire, rien qui ne viole son contrat ou la politique de l'entreprise, j'ai tout examiné, c'est un rapport factuel des statuts de projet et des décisions commerciales. Le parajuriste tapait doucement, documentant chaque mot de cette conversation. Pourquoi ? A finalement demandé papa, et pour la première fois il semblait fatigué plutôt qu'en colère, pourquoi ferais-tu tout sauter comme ça ? Tu m'as mise à pied pour avoir fait mon travail, tu as pris le parti de Nathalie quand elle a fait des promesses qu'elle ne pouvait pas tenir et tu m'as reproché d'être honnête sur des délais réalistes, j'ai gardé ma voix stable, refusant de laisser l'émotion s'infiltrer, hier n'était pas la première fois papa, c'était juste la dernière fois. Donc tu as saboté l'entreprise, a-t-il dit. J'ai documenté la réalité, si la réalité est dommageable, peut-être que le problème ne vient pas de ma documentation. Nathalie a fait un bruit de dégoût en disant que j'étais juste folle parce que papa lui avait donné un poste de direction, que j'avais toujours été jalouse qu'elle soit plus âgée, qu'elle ait pu travailler avec lui en premier, qu'il lui fasse plus confiance. Le rire m'a échappé avant que je puisse l'arrêter. Confiance, il te fait confiance pour faire des promesses que tu ne peux pas tenir, il te fait confiance pour t'attribuer le mérite du travail des autres, il te fait confiance pour prioriser ton ego sur le succès de l'entreprise. Ça suffit, a dit papa sèchement. Tu as raison, c'est assez, je me suis levée en rassemblant mon dossier, disant à Leblanc que j'attendais les papiers pour les indemnités et les options d'ici la fin de la journée et qu'il avait les coordonnées de mon avocat. Attends, la main de papa s'est levée,
un geste qui avait toujours signifié stop, écoute ou obéis, nous pouvons arranger ça, prends quelques semaines pour te calmer et nous discuterons de la façon d'avancer. Il n'y a pas d'avancée, pas ici, je me suis dirigée vers la porte puis j'ai marqué une pause. Tu as construit quelque chose d'incroyable papa, Dubois Solutions Tech était tout ce que tu rêvais qu'elle soit. Tu devrais probablement trouver comment la garder ainsi au lieu de la laisser s'effondrer parce que tu ne peux pas admettre que ton enfant préféré n'est pas qualifié pour le rôle que tu lui as donné. Le visage de Nathalie est devenu pâle alors qu'elle demandait comment j'osais. Le projet Mercure se lance dans 6 semaines, ai-je dit en me retournant pour leur faire face. C'est le plus gros contrat que l'entreprise ait jamais décroché, le développement y travaille depuis 8 mois, Julien est brillant mais il a besoin du soutien d'une direction qui comprend les réalités techniques. J'ai regardé directement mon père en disant que Nathalie avait promis au client qu'il pourrait avoir des fonctionnalités supplémentaires qui n'étaient pas dans le périmètre initial, que ces fonctionnalités nécessiteraient 4 mois supplémentaires de développement et le double du budget actuel, et que le client pensait les obtenir dans 6 semaines parce que c'est ce qu'elle leur avait dit. Le visage de Leblanc est devenu encore plus pâle que celui de Nathalie, j'ai ajouté que la documentation était toute sur le disque partagé sous spécification du projet Mercure, analyse des délais, besoin en ressources et la chaîne de courriel où Nathalie avait fait des promesses sans consulter le développement. J'ai ajusté mon porte-document en disant qu'ils pouvaient virer Julien pour leur avoir dit la même vérité que moi, ou qu'ils pouvaient régler la situation avant qu'elle ne se transforme en procès, que c'était leur choix. Je suis sortie pendant qu'ils traitaient encore cette information, le trajet en ascenseur semblait irréel, j'avais travaillé dans ce bâtiment pendant 6 ans, parcouru ces couloirs des centaines de fois, construit des relations et des projets et une carrière dont j'étais fière, et tout cela se terminait parce que j'avais dit la vérité et refusé de m'excuser pour cela. Mon bureau avait déjà été vidé mais je me suis arrêtée au développement en sortant, l'équipe était regroupée autour du bureau de Julien, ayant clairement été témoin d'assez de drames pour reconstituer ce qui se passait. « Tu pars vraiment ?» a demandé Sarah, l'une de mes développeuses seniors qui avait l'air effondrée, je lui ai répondu que oui mais qu'ils étaient entre d'excellentes mains. J'ai croisé le regard de Julien en lui disant de se faire confiance, qu'il savait ce qu'il faisait et de ne laisser personne lui dire le contraire. Le projet Mercure, a-t-il commencé, est documenté minutieusement, ai-je coupé, tiens bon sur le calendrier, ne les laisse pas te pousser à faire des promesses que tu ne peux pas tenir. Je me suis adressée à toute l'équipe en leur disant qu'ils étaient les meilleurs développeurs avec qui j'ai jamais travaillé, qu'ils avaient construit quelque chose d'incroyable ici et de ne laisser personne diminuer cela ou s'attribuer le mérite de leur travail. Il y a eu des larmes, des étreintes et des promesses de rester en contact, je pensais chaque assurance que je leur donnais mais je savais aussi que franchir cette porte signifiait couper la plupart de ces liens, car les gens se sentiraient coincés entre la loyauté envers moi et la loyauté envers l'entreprise, et la plupart choisiraient l'entreprise parce que c'est de là que venait leur salaire. Le hall ressemblait à une épreuve, des employés avec qui j'avais travaillé pendant des années me regardaient partir, certains avec sympathie, d'autres avec curiosité, quelques-uns avec une satisfaction à peine dissimulée d'être témoins d'un drame de direction. J'ai atteint ma voiture avant que les tremblements ne commencent, l'adrénaline m'avait porté à travers la confrontation mais maintenant la réalité de ce que j'avais fait s'abattait sur moi, j'avais quitté mon travail, brûlé les ponts avec ma famille, détruit ma relation avec mon père et garanti que je ne parlerai plus jamais à ma sœur. Le smartphone a vibré avec un SMS de Julie du cabinet de recrutement disant que le PDG voulait me rencontrer à 14h et de lui envoyer mon portfolio. Je lui ai envoyé le fichier de documentation, le même que j'avais partagé hier, moins les chaînes de courriels internes, avec les résumés de projets, les réalisations de développement, la croissance des revenus, les exemples de leadership d'équipe, ma carrière réduite à un PDF prêt à être évalué par des étrangers qui décideraient si je valais leur temps. Antoine l'avocat a appelé alors que je sortais du parking en disant que Maître Leblanc venait de le contacter et qu'il voulait négocier. Rien à négocier, ai-je dit, le contrat est clair. Il s'inquiète pour le projet Mercure, apparemment mon évaluation sur l'élargissement du périmètre était exacte et ils font face à un procès potentiel s'ils ne peuvent pas livrer ce qui a été promis. Ce n'est plus mon problème, ai-je répondu. Ils veulent que tu sois consultante jusqu'à la fin du projet, taux premium, horaire flexible, pas de rapport direct aux membres de la famille. J'ai failli rire, donc ils veulent que je répare le désordre de Nathalie pendant qu'elle s'en attribue le mérite, ils veulent que j'évite un procès à 7 chiffres. L'offre est alléchante, a dit Antoine. La réponse est non. Antoine est resté silencieux un moment avant de demander si j'étais sûre,
que cela pourrait être un pont pour revenir si je changeais d'avis plus tard. Je ne veux pas de pont de retour, je veux sortir, ai-je dit. Alors je m'occuperai de la négociation de départ, ils essaieront probablement de réduire l'évaluation des stock options mais nous avons la documentation montrant l'évaluation exacte. Le reste de la journée est passé dans un flou, rencontre avec Julie et son client, discussion sur le nouveau poste, négociation du salaire et des avantages qui dépassaient ce que je gagnais chez Dubois Solutions, visite de leurs installations, présentation à l'équipe que je dirigerai, conversation sur la vision et la stratégie de croissance. À 17h, j'avais une lettre d'offre formelle et une date de début dans 2 semaines. Les papiers de départ sont arrivés au bureau d'Antoine à 18h, Leblanc avait inclus un accord de confidentialité qui m'empêcherait de discuter des raisons de mon départ, Antoine a renvoyé une version révisée qui empêcherait l'entreprise de me dénigrer auprès de futurs employeurs ou clients, ils ont accepté à 20h. Les options d'achat d'actions ont été transférées à la fermeture des bureaux le lendemain, 430 000 € déposés sur mon compte, 6 ans d'équité accumulés soudainement liquides, ajoutés à l'indemnité de départ j'avais assez de coussins financiers pour prendre mon temps pour m'installer dans le nouveau rôle sans stress. Papa a appelé une fois de plus cette semaine-là, j'ai laissé aller sur la messagerie, son message était bref disant qu'il ne comprenait pas pourquoi je gâchais tout et de l'appeler quand je serais prête à être raisonnable, je l'ai supprimé sans répondre. Le projet Mercure a implosé exactement comme je l'avais prédit. 3 semaines après mon départ, le client a appris que les fonctionnalités que Nathalie avait promises n'étaient pas possibles dans le calendrier initial, ils ont menacé de poursuites judiciaires. Dubois Solutions a dû négocier un règlement qui comprenait le remboursement d'une partie du paiement et l'extension du délai de 6 mois. Julien m'a appelé pendant la crise pour demander conseil, je l'ai guidé à travers les solutions techniques, l'ai aidé à créer une présentation pour le client, l'ai coaché pour les conversations difficiles avec la direction. Il a géré ça brillamment mais les dommages à la réputation de Dubois Solutions étaient déjà faits. 2 membres du conseil ont démissionné, 3 clients ont déplacé leurs affaires vers des concurrents, la valorisation de l'entreprise a chuté de 18%, Nathalie a été rétrogradée de la relation client aux projets spéciaux, un titre vide de sens qui la gardait sur la liste de paie sans lui donner l'autorité de faire des promesses. Papa a embauché un consultant externe pour restructurer l'équipe de direction, le rapport du consultant comprenait apparemment des évaluations cinglantes sur les pratiques d'embauche népotiste et les mesures de responsabilité inadéquates. J'ai appris tout cela par des réseaux professionnels et d'anciens collègues qui me contactaient malgré la gêne évidente. La Schadenfreude aurait dû être satisfaisante mais je me sentais surtout triste, Dubois Solutions avait été quelque chose de spécial et l'avoir lutté ressemblait au deuil d'une relation qui aurait dû fonctionner mais ne l'a jamais tout à fait. Mon nouveau poste a dépassé les attentes, l'équipe était talentueuse, la direction exécutive écoutait réellement les évaluations techniques et personne ne s'attendait à ce que je nettoie les dégâts créés par des membres incompétents de la famille. 6 mois plus tard, nous avions lancé 2 produits majeurs et décroché des contrats avec 4 entreprises du CAC 40, j'ai acheté une plus grande maison à Saint-Germain-en-Laye, adopté un chien, commencé à sortir avec quelqu'un qui travaillait dans une industrie totalement différente et n'avait aucun lien avec la technologie ou les drames familiaux, la vie avançait de manière saine et durable. 1 an après mon départ de Dubois Solutions, papa s'est présenté chez moi à l'improviste, il avait l'air plus vieux, plus petit, quelque peu diminué d'une manière qui n'avait rien à voir avec la taille physique, il a demandé s'il pouvait entrer, et quand j'ai ouvert la porte j'ai envisagé de refuser mais la curiosité l'a emporté. Bien sûr, nous nous sommes assis dans mon salon, le silence s'étirant maladroitement entre nous, mon chien, un bâtard de refuge nommé Cooper, a examiné papa avec un intérêt suspect avant de s'installer à mes pieds. L'entreprise est en difficulté, a finalement dit papa, nous avons perdu 2 autres clients majeurs le mois dernier, les revenus sont en baisse de 30% par rapport à ton départ. Je suis désolé d'entendre ça, ai-je dit. L'es-tu vraiment? Il m'a regardé directement pour la première fois. Tu as détruit tout ce que j'ai construit. Non papa, j'ai documenté ce qui se passait déjà, tu l'as détruit en refusant de voir la réalité, Nathalie a fait des erreurs. Tout le monde fait des erreurs, a-t-il dit. Elle a fait des erreurs à répétition et tu l'as encouragée à chaque fois, tu as choisi de protéger son ego plutôt que de protéger ton entreprise. Il est resté silencieux un long moment avant de dire que c'était sa fille, et j'ai répondu que moi aussi, les mots restant suspendus dans l'air entre nous, portant un poids qu'aucun de nous n'avait reconnu auparavant. Je sais, sa voix s'est légèrement brisée, ta mère me disait que j'étais trop dur avec toi,
trop facile avec Nathalie, je pensais qu'elle imaginait des choses, voyant un favoritisme qui n'existait pas. Il existait, ai-je dit, je le sais maintenant. Il s'est frotté le visage avec fatigue, disant que le rapport du consultant avait été éclairant, qu'apparemment il affichait un biais systématique favorisant la fille aînée tout en tenant la cadette à des normes irréalistes, ses mots exacts semblaient précis. Je suis venue ici pour te demander si tu envisagerais de revenir, pas à ton ancien poste, mais comme directrice générale, pleine autorité sur les opérations, un siège au conseil, une participation au capital qui ferait de toi une actionnaire majeure. L'offre était suspendue entre nous, tentante d'une manière que je n'avais pas prévue, l'entreprise que mon père avait construite, l'héritage qu'il avait créé, l'opportunité de réparer ce qui avait mal tourné. Non, ai-je dit. Le visage de papa s'est décomposé, juste comme ça, tu ne vas même pas l'envisager ? Je n'ai pas besoin de l'envisager, j'ai un poste que j'aime, travaillant avec des gens qui respectent mon expertise, construisant quelque chose de nouveau, pourquoi retournerais-je prouver constamment ma valeur à des gens qui ont déjà décidé que je n'en avais pas ? Parce que c'est la famille, a-t-il dit. La famille devrait être l'endroit où tu n'as rien à prouver, papa, la famille devrait être les gens qui voient ta valeur même quand tu te trompes, tu as donné cette acceptation inconditionnelle à Nathalie mais tu ne me l'as jamais donnée à moi. Il était silencieux, regardant ses mains, puis a dit qu'il m'avait laissé tomber. Oui, tu l'as fait. Y a-t-il un moyen de réparer ça ? J'y ai pensé honnêtement, cherchant une réponse qui semblait vraie, je ne sais pas, peut-être un jour, mais pas en m'offrant un travail pour sauver ton entreprise, si tu veux une relation avec moi, elle ne peut pas être transactionnelle. À quoi cela ressemblerait-il si ce n'était pas transactionnel ? Cela ressemblerait à toi reconnaissant ce qui s'est passé sans essayer de le justifier, à toi respectant mes décisions même quand elles te déçoivent, à construire quelque chose de nouveau au lieu d'essayer de ressusciter quelque chose qui est déjà mort. Papa a hoché la tête lentement, disant que cela semblait difficile. La plupart des choses qui en valent la peine le sont, ai-je répondu. Il s'est levé pour partir, s'arrêtant à la porte pour dire que pour ce que ça valait, il était fier de ce que j'avais accompli dans mon nouveau poste, qu'il avait entendu de bonnes choses sur le travail que je faisais. Merci, les mots semblaient inadéquats mais sincères. Puis-je t'appeler parfois, pas pour les affaires, juste pour parler ? Peut-être, on verra. Il est parti et j'ai fermé la porte derrière lui, m'appuyant contre elle tandis que Cooper se pressait contre mes jambes en soutien silencieux. La conversation aurait dû ressembler à une clôture mais au lieu de cela elle ressemblait à une ouverture, pas une réconciliation exactement mais la possibilité de quelque chose de nouveau construit sur l'honnêteté plutôt que sur l'obligation. Nathalie n'a jamais repris contact. Par divers canaux j'ai entendu qu'elle avait quitté Dubois Solutions entièrement et déménagé sur la Côte d'Azur, soi-disant elle travaillait dans l'immobilier, quelque part où sa capacité à faire des promesses optimistes pourrait réellement être un atout. Dubois Solutions a continué à lutter mais a survécu, se stabilisant finalement comme une entreprise plus petite et plus ciblée. Papa a fait venir une direction professionnelle et s'est retiré des opérations quotidiennes, l'entreprise n'atteindrait jamais les sommets qu'elle avait connus mais elle perdurerait. Ma carrière a prospéré d'une manière que je n'avais pas imaginé possible. 3 ans après avoir quitté l'entreprise familiale, j'ai été recruté pour diriger la stratégie d'innovation dans une grande corporation technologique de portée mondiale. 5 ans après cela, j'ai lancé mon propre cabinet de conseil spécialisé dans l'aide aux entreprises familiales pour naviguer dans la planification de la succession et les transitions de gestion. L'ironie ne m'a pas échappé que je suis devenue une experte dans les dynamiques exactes qui avaient détruit ma relation avec ma propre entreprise familiale. Papa et moi nous parlions occasionnellement, construisant soigneusement quelque chose qui ressemblait à une relation, nous dînions tous les quelques mois, des conversations qui restaient prudemment loin du travail et se concentraient sur les livres, l'actualité et ses tentatives réticentes de loisirs de retraite. Il ne s'est jamais excusé explicitement mais ses actions montraient une croissance. Il a assisté à mon mariage 3 ans après notre conversation dans le salon, m'accompagnant jusqu'à l'hôtel et portant un toast qui reconnaissait ses échecs en tant que père sans faire tourner la journée autour de lui. Il envoyait des cartes d'anniversaire avec des notes manuscrites au lieu de signatures génériques, il posait des questions sur ma vie avec un intérêt sincère au lieu de chercher des opportunités pour donner des conseils. Ce n'était pas la relation que j'avais voulu enfant mais c'était honnête et réel, construit sur l'acceptation plutôt que sur les attentes.
Avec le recul, être mise à pied a été la meilleure chose qui aurait pu m'arriver, cela a forcé une confrontation que j'évitais depuis des années, m'a poussé hors d'une situation où j'étais sous-évaluée et vers des opportunités où je pouvais m'épanouir. Le coût a été élevé, des relations familiales fracturées, une carrière dans laquelle j'avais investi abandonnée, la certitude échangée contre le risque, mais de l'autre côté de ce bouleversement se trouvait la liberté, le succès et le profond soulagement qui vient du fait de ne plus s'excuser de prendre de la place. Parfois, la vengeance la plus spectaculaire consiste simplement à refuser de jouer le jeu plus longtemps. Partir n'est pas abandonner, c'est reconnaître que votre présence dans l'histoire de quelqu'un d'autre n'est pas requise pour que vous ayez une histoire fascinante qui vous soit propre. Mon père voulait que je m'excuse pour maintenir la paix et sauver les apparences, au lieu de cela j'ai choisi l'honnêteté et la responsabilité même si cela signifiait perdre tout ce que j'avais construit au sein de son entreprise. Ce bureau vide et cette lettre de démission représentaient plus que quitter un emploi, ils représentaient le fait de me choisir moi-même, de valoriser mon expertise, d'exiger le respect au lieu de mendier des miettes d'approbation. Le visage pâle de l'avocat et le sourire mourant de papa n'étaient pas à propos du drame d'entreprise ou de la trahison familiale, ils étaient à propos de la réalité devenant enfin visible pour des gens qui avaient passé des années à refuser de la voir. Je n'ai pas détruit Dubois Solutions, j'ai simplement arrêté de la protéger des conséquences de son propre dysfonctionnement, les difficultés de l'entreprise après mon départ n'étaient pas ma responsabilité à prévenir ni mon échec à accepter, elles étaient le résultat naturel d'une mauvaise gestion, du népotisme et du refus de prioriser la compétence sur le confort. Ma sœur affichait un sourire narquois ce matin-là parce qu'elle pensait avoir gagné, elle m'avait fait suspendre, avait démontré son influence sur papa, m'avait remise à ma place après des années à être compétente et à accomplir des choses qu'elle ne pouvait pas égaler, mais la victoire ne consiste pas à savoir qui est suspendu ou qui est favorisé, c'est à propos de qui construit une vie dont il est fier, qui s'entoure de gens qui voient sa valeur, qui crée le succès sans avoir besoin d'eux. Diminuer les autres. J'ai cela maintenant, une carrière que j'aime, des relations basées sur le respect mutuel, une vie où mes accomplissements parlent d'eux-mêmes au lieu d'être constamment mesurés par rapport au confort de quelqu'un d'autre, et c'est la vraie fin de cette histoire, pas la sortie dramatique ou les difficultés de l'entreprise ou même la réconciliation tentative avec mon père. La fin, c'est moi 5 ans plus tard assise dans mon propre bureau avec ma propre équipe, construisant quelque chose de significatif sans constamment regarder par-dessus mon épaule pour une approbation qui n'allait jamais venir. Parfois vous n'obtenez pas les excuses que vous méritez, parfois les gens qui devraient reconnaître votre valeur ne le feront jamais, parfois la famille signifie douleur au lieu de soutien, mais vous avez toujours le choix de ce qui se passe ensuite, vous pouvez continuer à vous battre pour la reconnaissance de gens déterminés à ne pas la donner ou vous pouvez rediriger cette énergie vers la construction de quelque chose de nouveau avec des gens qui voient déjà ce que vous êtes capable d'accomplir. J'ai choisi cette dernière option et je ne l'ai jamais regretté un seul instant.